Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce débat de l'égalité. Pendant que les dernières personnes se connectent, nous allons commencer à présenter l'intervenante. Donc, tout d'abord, je suis Olivia Roncin, responsable communication du World Inequality Lab. Et nous avons de l'équipe présent à ce débat, Thomas Piketty, Lucas Chancel et Anastasia Sindiukova. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Julia Cagé. Merci Julia d'avoir accepté notre invitation. Julia Cagé est professeure d'économie à Sciences Po et vient de publier aux éditions Fayard Libres et égaux en voix. Avant de laisser la parole à Lucas Chancel qui va faire une introduction sur le livre et puis à Julia Cagé, je vais vous rappeler les quelques instructions pour que ce webinaire se passe le mieux possible. Donc tout d'abord, tous vos microphones sont en mute et nous allons les garder ainsi jusqu'à la séance de questions-réponses. Le débat est enregistré, donc normalement vos vidéos n'apparaîtront pas, mais vous avez aussi la possibilité de vous renommer si vous le souhaitez. Et enfin, pour la prise de parole, nous vous invitons à communiquer vos questions par la fenêtre qui se trouve en bas de votre écran Q&A. Vous pouvez rédiger votre question et nous les prendrons dans l'ordre, soit pendant la présentation, soit à partir de 19h pour la séance de questions-réponses. Enfin, un petit mot sur la programmation des débats de l'égalité. Nous aurons un prochain débat le 15 décembre, donc dans 2 semaines exactement, avec Hélène Périvier qui présentera l'économie féministe. Et le 9 février 2021, nous aurons Francesco Saraceno qui va nous présenter European Public Investment Outlook, sur les investissements publics européens. Et ce débat sera en anglais. Voilà, je cède la parole à Lucas Chancel, puis à Julia Cagé. Merci beaucoup. Merci Olivia, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment juste un mot sur ce livre et sur la présentation que va nous faire Julia Cagé. Le livre fait suite à Sauver les médias en 2015, le prix de la démocratie 2018, et on a eu la chance de te recevoir Julia en 2018, je me rappelle c'était en octobre 2018, dans le cadre de ces débats de l'égalité. On était à l'aube de l'une des plus graves crises sociales et politiques en matière de représentation depuis de nombreuses années, la crise des Gilets jaunes. Malheureusement, on n'a pas vraiment l'impression que la situation politique, sociale se soit franchement améliorée depuis. Donc, on voit des symptômes, des signes de cette crise de la délibération, semaine après semaine. En ce moment, avec les débats autour de l'article 24 et plus largement de la loi sur la sécurité globale, le rôle du Parlement, le rôle des mouvements sociaux ou non pour discuter ou améliorer ou retirer cet article. Aujourd'hui même, on apprend que la Convention citoyenne sur le climat, qui était l'un des outils, l'un des mécanismes qui était présenté comme un moyen de dépasser la crise des Gilets jaunes sur la question climatique, est en train de s'effacer derrière la reprise en main des mesures, derrière l'abandon de certaines mesures par le pouvoir politique. Donc, bref, il y a urgence à débattre de nouvelles idées, de nouvelles manières de délibérer en démocratie. Ces idées-là ne manquent pas, et c'est ce qui ressort de ton ouvrage. Je réutilise tes mots, tu dis que ce n'est pas un traité philosophico-politique sur les conditions de la représentation, mais tu partages quand même, et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant, de nombreuses lectures, des sources d'inspiration en philosophie politique notamment, mais surtout tu proposes une interrogation très concrète sur qui perd, qui gagne du système de délibération actuel. Montre que ceux qui gagnent ne représentent pas la majorité de la population, la majorité sociale. Et tu proposes également une série de propositions très concrètes pour refonder ce système via plus de participation. Donc, on est très heureux de t'avoir en ligne pour en débattre. Livre écrit pendant le premier confinement, présenté ici pendant le second confinement. Donc, merci d'être là, Julia. Et on espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement. Merci beaucoup Lucas et Olivia pour l'introduction et puis merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être à PSE et de pouvoir participer à
à ces débats de l'égalité. Comme Lucas le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que j'avais eu la chance de venir présenter le prix de la démocratie il y a un peu plus de 2 ans lors des débats de l'égalité. Il y a le prix de la démocratie, je reviendrai un tout petit peu dessus pendant cette présentation, puisqu'en fait, Libre et Égaux en Voix vient un peu comme une suite naturelle qui va beaucoup plus se focaliser sur les propositions, et je serais ravie d'en discuter et d'en débattre avec vous, là où le prix de la démocratie prenait finalement plus de temps et d'efforts pour essayer d'établir un certain nombre de constats, notamment des constats en termes de capture aujourd'hui du jeu démocratique par l'argent et par l'argent privé. Le point de départ de ce livre, c'est une citation de d'Hannah Arendt qui date de 1956, qui écrivait en 1956, donc il y a près de 70 ans de cela, à elle seule, l'émancipation des femmes et de la classe ouvrière, c'est-à-dire de groupes qui n'avaient jamais pu auparavant se montrer dans la vie publique, donne à toutes les questions politiques un visage radicalement nouveau. Et le point de départ de ce livre, c'est de dire que finalement, le constat que faisait Hannah Arendt dans les années 50 est d'une certaine façon toujours valide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'essayer de penser aujourd'hui, d'une part, l'entrée des femmes et d'autre part, surtout, l'entrée de la classe ouvrière et des catégories populaires dans le jeu politique et dans le jeu démocratique. Si on regarde sur l'histoire longue, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la démocratie est une invention relativement nouvelle, et c'est une invention qui s'est faite sans les femmes et sans les catégories populaires. Quand on a introduit au départ la démocratie représentative et qu'on a introduit le suffrage représentatif, on l'a d'abord introduit sans les catégories populaires, dans toutes les démocraties, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, parce que ça a été introduit avec des conditions de sens avec un C, que ça soit d'ailleurs parfois pour voter, parfois pour pouvoir se présenter aux élections, parfois dans les deux cas. Ensuite, on est passé finalement de ce suffrage censitaire au suffrage qu'on a appelé universel, même si cette universalité du suffrage, elle a oublié les femmes dans un pays comme la France jusqu'en 1944. Et moi, ça me frappe toujours de me dire que finalement, quand mes deux grands-mères sont nées, aucune d'entre elles n'avait le droit de vote. Mais c'est aussi finalement une des bonnes nouvelles de ce livre, qui va essayer de construire sur ces imperfections du système démocratique pour se dire que ce système est relativement récent, ce qui veut dire qu'on a encore finalement toute l'attitude pour pouvoir le développer et pour pouvoir l'améliorer. On ne s'est pas du tout coordonné avec Lucas avant cette présentation, mais j'avais prévu une petite image des Gilets jaunes et notamment d'une des demandes qui revient beaucoup à travers le mouvement des Gilets jaunes, qui est celui du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Et ça, c'est vraiment le point de départ de ce livre par rapport à ce qu'on a tendance à entendre, et je trouve à entendre de plus en plus dans le débat public. Une des choses qu'on voit de plus en plus dans le débat public à travers la démultiplication d'un certain nombre de sondages, ça serait de dire que finalement on aurait aujourd'hui un refus du débat démocratique, un refus du jeu démocratique, une espèce de demande de démocrature, une demande de démocratie illibérale. Et on insiste énormément là-dessus, comme s'il y avait une espèce de responsabilité citoyenne dans la crise actuelle de la démocratie, parce que d'une part les citoyens n'iraient plus voter, et puis on voit se démultiplier. Donc là, la nouvelle chose à la mode aujourd'hui en France, c'est de faire des sondages de tests où on va demander aux citoyens est-ce que vous seriez prêts à voter pour… Alors, ces temps-ci, c'est le général De Villiers, donc un ancien militaire, et on va voir finalement dans les résultats de ces sondages qui sont faits sur quelques centaines, quand on a un peu de chance, 1 millier, 1200, 1300 citoyens, un espèce de refus de démocratie. Ce qui est une solution extrêmement simple finalement, parce que si on accuse les citoyens de renoncer à l'exercice de leurs droits démocratiques, c'est une manière finalement de ne pas… Pardon, il y a un problème de lumière. Il faut que tu bouges en avant et en arrière là. D'accord. Voilà. Pardon. Je ne saurais pas où je suis.
C'est une manière pour les citoyens c'est une manière, pardon, pour le gouvernement en place et les différents gouvernements en place de ne pas s'interroger sur les dysfonctionnements du système démocratique. Et j'ai voulu commencer finalement cette présentation en prenant cet exemple du RIC et cet exemple des Gilets jaunes, parce qu'au contraire, ce que je lis dans le RIC et ce que je lis dans cette demande des Gilets jaunes, c'est une demande pour davantage de démocratie et une demande pour davantage de participation. Quand vous voyez tout le mouvement des Gilets jaunes, ou quand vous voyez ce que Lucas évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la Convention citoyenne et tout ce qui a été autour de la Convention citoyenne qui a entraîné une mobilisation extrêmement forte, mais quand on voit aussi ce qui a été fait après le mouvement des Gilets jaunes sur la question du grand débat, quand vous avez eu le grand débat après le mouvement des Gilets jaunes, vous avez eu une participation citoyenne extrêmement forte. C'est-à-dire que les citoyens sont allés organiser des réunions, sont allés dans leur mairie, sont allés aux différentes réunions qui ont été organisées, et à chaque fois qu'il y avait cette organisation de réunions, vous aviez énormément de propositions citoyennes qui ont été faites. Et ça, c'était complètement systématique. Après, on a eu le même point commun finalement entre le grand débat et la Convention citoyenne, c'est que toute cette proposition et toute cette demande de démocratie et toute cette remontée démocratique, rien n'a été fait à ce propos par le pouvoir politique, qui finalement a utilisé ça comme des outils de communication, mais pas justement comme des outils de participation et comme des outils de démocratie participative. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on a cette espèce de situation où on va dire « Ah, mais les gens ne veulent plus de démocratie ». Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une demande de davantage de démocratie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand les citoyens, si vous les interrogez en leur disant « Êtes-vous satisfait du système démocratique actuel ?», souvent, ils vous répondent « Non ». Et c'est intéressant de comprendre pourquoi ils ne sont pas satisfaits par le système démocratique actuel. Et c'est en partie dû à une réalité du jeu démocratique qui est le fait que la démocratie aujourd'hui est une démocratie capturée. Et ça, j'essaie de l'étudier finalement dans ce livre à travers 3 objets différents qu'on pourrait résumer finalement comme les différentes formes que peut prendre l'argent privé qui voudrait influencer le débat public. D'une part, c'est le financement des partis politiques et le financement du jeu électoral. D'autre part, c'est la question de la philanthropie et du financement des associations, des fondations et des think tanks. Et ensuite, c'est la question du financement des médias. Et donc là, je vais être assez rapide finalement dans la présentation aujourd'hui sur cette question du constat, pour ensuite vous présenter un certain nombre de propositions que je fais dans le livre. Des propositions pour une démocratie plus participative, des propositions pour une démocratie plus descriptive, et je reviendrai sur l'utilisation volontaire de ce mot, et des propositions pour un financement public plus dynamique et plus égal de la vie politique. Et je serais ravie ensuite qu'on puisse échanger justement ensemble sur toutes ces différentes propositions. Je vais commencer simplement très rapidement avec un ou deux graphiques qui sont tirés pour le coup directement du prix de la démocratie, mais je pense que c'est quand même utile de faire quelques rappels sur la capture du jeu démocratique par les financements privés. Si on regarde simplement le financement des élections et le financement des partis politiques. Parce que surtout du point de vue français, et là on l'a encore vu très fortement au cours des derniers mois où tout le monde regardait avec beaucoup de recul d'une certaine manière les élections aux États-Unis, tout le monde disait « Ah mais regardez cette démocratie états-unienne complètement dysfonctionnelle ». Et d'ailleurs la preuve c'est que les candidats ont dépensé, et c'est vrai, plus de 3 milliards de dollars pour l'élection états-unienne. Cette démocratie ne fonctionne pas. Mais heureusement, et en général quand on prend l'exemple états-unien, c'est toujours pour se satisfaire finalement de ce qui se passe en France. Et donc, mais heureusement, en France, c'est pas la même chose. Et notamment, on a cette idée qu'en France, ce n'est pas les mêmes choses et tout fonctionnerait beaucoup mieux parce qu'on a le sentiment en France qu'on a encadré le financement de la démocratie par un certain nombre de règles. La première étant qu'on ne peut pas donner comme individu plus de 7 500 € par an à un parti politique. Et la deuxième étant qu'on ne peut pas donner plus de 4 600 € par an à une campagne électorale. Or, et ça c'était vraiment au cœur du prix de la démocratie, si vous regardez le détail des dons qui sont faits aux partis politiques et aux campagnes électorales, on s'aperçoit que même dans un pays comme la France, les dons politiques sont un phénomène de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les plus riches qui financent de manière disproportionnée le fonctionnement de la vie politique. En France, en moyenne, vous avez moins de 0,7% des ménages qui font chaque année un don à un parti politique. Si vous prenez les ménages parmi les 0,01%
des Français aux revenus les plus élevés, ils sont 12,5% en moyenne à faire chaque année un don à un parti politique. Et si vous prenez le montant moyen des dons qui sont faits aux partis politiques, en moyenne en France, quand vous donnez à un parti politique, vous donnez 120 €. Maintenant, si vous faites partie des 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, quand vous donnez à un parti politique, en moyenne, vous donnez 5 225 €, ce qui n'est pas loin du plafond de dons de 7 500 €. Et ça, ce sont des choses extrêmement importantes, y compris si on en revient au point d'introduction de Lucas sur la question des Gilets jaunes, parce que ça pose la question du poids politique disproportionné que cela donne à une petite poignée de citoyens, 0,01% des Français en France, enfin des foyers fiscaux en France, ça fait 3000 individus, donc vous prenez une toute petite partie des citoyens qui vont financer la très grande majorité de la vie politique et des partis politiques, ça leur donne plus de poids. Ça a été, dans le cas français, une des sources principales, ces dons privés de financement de la campagne électorale de la République En Marche et d'un Emmanuel Macron, et ça exprime en partie pourquoi les premières décisions économiques qui ont été prises ensuite par Emmanuel Macron, président de la République, ça a été de supprimer l'impôt sur la fortune. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir quand on parlera de philanthropie, de supprimer l'exit tax, donc de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, là où, pour le coup, le malaise des catégories populaires et même des classes moyennes n'a pas été entendu, d'ailleurs, ce qu'on a retrouvé par la suite dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce constat-là en France, il est aggravé par un fait que je veux souligner dans le cadre du financement de la vie politique et qui va être encore plus important d'une certaine manière dans le cadre du financement de la vie associative et des fondations, c'est qu'en France, quand vous faites un don à un parti politique, ce don ouvre droit à une réduction d'impôt à hauteur de 2/3, 66% du montant du don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, en France, demain, si vous faites partie des 0,01% des Français aux revenus les plus élevés et que vous faites un don de 6 000 € à un parti politique, l'État va vous rembourser en réduction fiscale 4 000 € et le coût réel du don pour vous ne sera que de 2 000 €. Donc en fait, vous avez une subvention par l'impôt de tous des dons les plus aisés. Par contre, si vous faites partie de la moitié des Français aux revenus les moins élevés et que vous donnez certainement pas 6 000 € par an à un parti politique parce que vous n'en avez pas les moyens, mais que vous donnez, disons, 120 € le don moyen à un parti politique, ça va vous coûter 120 € parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions fiscales associées et du coup, vous payez votre don plein pot. Et ce qu'on constate pour le financement de la vie politique, donc là, en termes de grande masse, pour le financement de la vie politique, les dons aux partis politiques et aux campagnes électorales, les réductions fiscales qui sont associées à ces dons politiques, en moyenne, par an, c'est à peu près 52 millions €. Donc, c'est l'équivalent plus ou moins de 1 € par Français adulte. C'est aussi l'équivalent, ce qui est intéressant de voir en grande masse, du financement public direct des partis politiques. Donc, on dépense plus ou moins autant en financement public direct des partis politiques. Donc, le financement des partis politiques en fonction des résultats obtenus aux dernières élections, que l'on dépense en financement des partis politiques à travers les réductions fiscales qui, là, ne bénéficient qu'à une toute petite poignée de citoyens. Bon. Maintenant, on a exactement le même système de réduction d'impôts qui est lié aux dons des particuliers et des entreprises au profit d'associations ou de fondations. Et chaque année, l'État en France dépense 2,4 milliards € en réduction fiscale liée aux dons aux associations et aux fondations, ce qui correspond à 1,5 milliard € au titre des dons des ménages et 900 millions € au titre du mécénat d'entreprise. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites un don à une association, si vous faites un don à une fondation, c'est-à-dire une association de votre choix, une fondation de votre choix, ça peut être dans le secteur de la culture, ça peut être dans le secteur de la santé, ça peut être dans le secteur de l'éducation, ça peut être dans tout un tas de secteurs. Que vous faites ce don ouvre droit à une réduction d'impôt entre 2/3 et 3/4 du montant du don.
Donc, en moyenne, la réduction d'impôt associée aux dons aux associations et aux fondations, c'est 66%. En fait, ça monte à 75% pour ce qu'on appelle les dons Coluche. Donc, c'est pour les dons aux associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Cette réduction d'impôt-là, c'est une réduction d'impôt. Ça veut dire qu'elle ne bénéficie qu'à ceux qui sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, pour le dire rapidement, vous avez la moitié des Français qui, quand ils vont donner chaque année au Resto du Cœur, à la Fondation de l'Abbé Pierre, au WWF, toutes sortes d'associations, ils vont payer leur don plein pot. Faire un don de 100 euros, 200 euros, 300 euros, ils vont payer leur don plein pot parce que, faisant partie, assez paradoxalement, de la moitié des Français les plus défavorisés, ils ne peuvent pas bénéficier des réductions fiscales associées à ces dons. Et si vous faites partie de la moitié des Français les plus favorisés et que vous donnez à ces fondations, à ces associations ou à d'autres 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros par an, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 2/3 de ce don. Donc, si vous choisissez par exemple de subventionner une activité culturelle à hauteur de 3 000 euros par an, en fait, l'État va prendre en charge 2 000 euros et vous n'aurez à payer que 1 000 euros de votre poche. Et donc, on a cette manière finalement de subventionner les préférences. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas les préférences directement politiques, puisqu'il ne s'agit pas de dons politiques, mais des préférences en termes de vie associative, vie culturelle, de secteur finalement que vous voulez financer avec de l'argent privé. On a cette façon de subventionner avec de l'argent public les préférences exprimées à travers la philanthropie par vos choix de dons privés. Ça, c'est vrai pour les dons des ménages. C'est également vrai pour le mécénat d'entreprise. Et donc, chaque année, l'État français dépense 900 millions d'euros au titre du mécénat d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une entreprise fait un don à une fondation, fait un don à une association, fait un don, parce que ça, on en avait beaucoup entendu parler, parce que Notre-Dame a brûlé pour aller réparer Notre-Dame. Quand cette entreprise va faire un don, en fait, quand telle ou telle entreprise va afficher 90 millions d'euros de dons pour aller réparer Notre-Dame, en fait, la dépense réelle de cette entreprise ne va être que de 60% de ce montant. Non, ne va être que de 40% de ce montant. Donc, en fait, vous affichez 100 millions, vous allez dépenser 40 millions et vous allez bénéficier de 60 millions de réduction d'impôt. Alors, on dit qu'il y a des plafonds. Donc, en fait, vous avez le droit à 60% de réduction jusqu'à 2 millions d'euros de dons. Et au-delà, vous avez le droit uniquement à 40% de réduction d'impôt. Sauf si c'est un don en faveur des personnes en difficulté. Là, quel que soit le montant de votre don, donnez 2 millions, 3 millions, 4 millions, alors vous avez le droit à 60% de réduction d'impôt. Certes, c'est plafonné un peu, mais c'est plafonné soit à 20 000 euros, soit à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, sachant que vous pouvez étaler ce don sur une période de 5 ans. Ce qui fait que potentiellement, quand vous annoncez des millions d'euros de donations, en fait, la plus grande partie de votre don est payée par l'ensemble des citoyens, y compris vous et moi, même si vous et moi, quand on va passer du temps à aider une association, ben là, on bénéficie d'aucun soutien direct de la part de l'État. Sachant également que la plupart de ces dons, notamment quand ils sont faits au titre du mécénat d'entreprise, ne sont pas des dons gratuits, non seulement d'un point de vue fiscal, mais ne sont pas non plus des dons gratuits d'un point de vue de communication, puisque le plus souvent, ça va avec une stratégie, une campagne de communication extrêmement forte de la part de l'entreprise qui donne. L'exemple sans doute le plus frappant en France au cours des dernières années, c'est l'exemple des entreprises du groupe LVMH, donc Louis Vuitton, qui ont, avec la fondation Vuitton, vous savez, c'est ce grand musée qui a été créé en grande pompe par les entreprises du groupe LVMH, où là, vraiment, vous avez une stratégie de communication qui est extrêmement claire, puisque vous avez la fondation qui porte le nom de la marque. En fait, c'est une publicité ambulante. Cette fondation, elle a rapporté aux entreprises du groupe 518,1
Je ne sais pas pourquoi j'ai mis milliers, parce que c'est millions d'euros. Donc, 518 millions d'euros de réduction d'impôts par an. 518 millions d'euros de réduction d'impôts entre 2007 et 2017, soit sur la période 47,1 millions d'euros par an en moyenne. Donc, vous avez ce musée qui porte le nom de la marque qui a financé pour ce musée, sachant que une très large partie des dépenses associées à la création de ce musée ont en fait été payées par l'État, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables. C'est extrêmement frappant si vous voulez comparer les masses entre ça d'une part et d'autre part l'argent public qui va être attribué à des musées publics, puisque si vous prenez par exemple un musée comme le Centre Pompidou aujourd'hui en France, 47,1 millions d'euros, c'est bien supérieur au budget d'acquisition chaque année qui est donné au Centre Pompidou par l'État français. Mais on préfère dépenser aujourd'hui cet argent pour financer la Fondation Vuitton plutôt que d'avoir une politique culturelle qui consisterait à financer des musées publics comme le centre Pompidou. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me semble extrêmement important, sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre. Il y a un chapitre du livre sur la question de la philanthropie, parce que je pense que trop souvent, on s'habitue finalement aujourd'hui à un discours qui consisterait à dire qu'il faudrait développer une philanthropie à la française, à dire qu'on aurait un retard français sur la question de la philanthropie par rapport aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui est extrêmement frappant, c'est que c'est vrai que la France s'est mise tard à la philanthropie, mais alors en termes de réduction d'impôts associés à la philanthropie, c'est un peu comme le mauvais élève qui voudrait en faire trop pour s'excuser d'être rentré tard sur le marché. C'est-à-dire que vous n'avez aucun pays au monde qui a de tels niveaux de réduction fiscale associés à la philanthropie. Et je pense que ce sur quoi on ne s'interroge pas suffisamment, c'est sur la contradiction inhérente qu'il y a fondamentalement entre la notion de démocratie et la notion de philanthropie. La démocratie, c'est un système politique dans lequel l'ensemble des citoyens va finalement se réunir, délibérer, voter pour prendre ensemble les meilleures décisions pour la communauté. La philanthropie, c'est un ou deux individus qui vont à eux seuls décider de ce qu'ils considèrent être comme la bonne allocation du bien public. Alors, vous pouvez toujours dire qu'ils le font avec de l'argent privé, mais en fait, ce qu'on voit là avec ces chiffres, c'est qu'ils ne le font pas avec de l'argent privé. Ils le font très majoritairement avec de l'argent public, puisque leurs dons sont subventionnés par des financements publics. Oui, Olivia ? Nous avons quelques questions dans le chat. Est-ce que tu veux que je te les lise ? Donc, la première, le rapport entre les dons des ultra-riches et des classes populaires. Donc, si les ultra-riches ne sont pas nombreux, entre parenthèses 300, quand bien même ils donnent 100 000 euros, cela ne fait jamais que, entre guillemets, 1,5 million. Combien fait le total des dons des classes populaires pour pouvoir comparer ? Alors, sur les dons des partis, enfin sur les dons aux partis politiques et aux campagnes électorales aujourd'hui dans un pays comme la France, vous avez plus de la moitié du financement total de la vie politique qui est faite par les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés. Donc leur poids politique à chacun est complètement disproportionné par la réalité de ce qu'ils représentent en termes de nombre de citoyens. Et ce qui est vrai pour le coup pour les dons politiques, l'est aussi d'une certaine manière pour les dons aux associations et aux fondations. D'accord. Alors la deuxième question, c'est dans la continuité, est-ce qu'il y a des différences de dons selon les différents partis politiques ? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Alors on peut pas… Oui, si vous regardez les montants qui sont reçus par les différents partis politiques, on voit, et ça c'est une réalité non seulement en France, mais dans tous les pays, toutes les démocraties occidentales, qu'en moyenne, les partis plus à droite du spectre politique reçoivent beaucoup plus de dons privés que les partis plus marqués à gauche du spectre politique, même si en fait c'est quand même un peu plus compliqué que ça quand on rentre dans les détails de la réalité de chaque pays. Et que sur la dernière élection aux États-Unis, par exemple, en 2020, le Parti démocrate et le candidat Biden a reçu davantage de dons privés que le candidat Trump. Mais en moyenne, sur longue période, si vous regardez en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, vous voyez qu'en moyenne, les partis les plus à droite sont davantage financés en termes de masse de dons privés que les partis les plus à gauche. Ensuite, avec les données que j'utilise ici pour la France, c'est des données fiscales. C'est des données anonymisées. Donc, en fait, je sais, grâce aux données fiscales chaque année, qui a donné combien à des partis politiques. Et quand je dis qui, c'est qui dans sa place dans la distribution de revenus, puisque les données sont anonymisées. Par contre, je n'ai pas l'identité
à l'intérieur de cette distribution des partis récipiendaires. Et donc ensuite, pour voir dans quelle mesure tel parti reçoit plus ou moins de dons que tel autre parti, là j'ai besoin de m'appuyer sur les comptes des partis. Et là j'ai des grandes masses, donc je n'ai pas la distribution finalement en termes de revenus des donateurs pour chacun des partis politiques. D'accord. Et dernière question, les dépenses fiscales au titre du mécénat d'entreprise, donc ça c'était cette slide, sont moins importantes que celles des dons des ménages. Est-ce parce que les entreprises donnent moins? Oui, alors exactement, c'est dû à plusieurs raisons. La première raison, c'est que le mécénat d'entreprise, c'est une pratique relativement récente en France qui est en train de se développer plus en plus, mais qui ne donnait pas du tout lieu à des avantages fiscaux avant le milieu des années 2000. Là où, pour le coup, vous avez eu des avantages fiscaux associés aux dons des ménages beaucoup plus tôt en France, mais c'est une pratique qui grossit d'année en année. Donc, si je regarde, il y a encore 2 ou 3 ans, on était plutôt à 700, 800 millions d'euros. Là, on est monté à 900 millions d'euros sur la dernière année pour laquelle j'avais ces données qui est 2019 et c'est tout à fait possible qu'en 2020, par exemple, on monte à 1 milliard d'euros, voire même un peu plus, puisqu'on a eu justement des chocs sur le mécénat d'entreprise, tels que l'incendie de Notre-Dame. Mais au rythme actuel, étant donné les réductions fiscales associées au mécénat d'entreprise et vu la tendance des dernières années, on peut s'attendre à ce que ça continue à augmenter parce que l'exemple typiquement de la Fondation Vuitton montre qu'en termes de stratégie d'entreprise, ça peut être quelque chose d'assez efficace pour les entreprises qui donnent. Le problème, c'est que la stratégie d'entreprise entre souvent en contradiction avec ce qu'on voudrait dans une démocratie qui soit davantage justement démocratique et représentative et moins tournée vers les préférences d'une poignée de très favorisés. Merci. On vient de recevoir une dernière question. Est-ce que tu veux la prendre maintenant ou on continue avec la présentation? Dis-moi. Comment étudiez-vous l'influence des dons des ultra-riches sur le processus de décision politique? Bon, je crois que tu y as déjà en partie répondu. Oui, bah, j'y reviendrai un peu. Bon, répondre comme ça, c'est une question qui est extrêmement compliquée, mais en gros, ça se joue de 2 manières. La première manière par laquelle ça se joue, c'est que ces dons aux partis politiques, ces dons aux campagnes électorales, c'est de l'argent qui va être utilisé ensuite par des partis et par des candidats pour faire campagne. Et que là, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais dans mes précédents travaux, et c'était au centre du prix de la démocratie, les dépenses de campagne et les dépenses électorales, toutes choses égales par ailleurs en moyenne, quand un candidat dépense plus que les autres candidats dans la même circonscription électorale, c'est vrai pour les municipales, c'est vrai pour les législatives, il a davantage de chances de l'emporter. Donc déjà, en finançant finalement telle ou telle élection, les plus riches influencent directement le résultat électoral. Donc ça, c'est le premier mécanisme finalement par lequel ça joue un rôle. Le deuxième mécanisme par lequel ça joue un rôle, qui pour le coup n'est pas propre uniquement aux dons politiques, qu'on va retrouver aussi dans les dons aux associations. Là, quand je vous parle d'associations et fondations, quand on parle d'associations d'intérêt général, derrière ça, il y a aussi tous les think tanks. Donc, quand vous faites aujourd'hui un don à l'Institut Montaigne, à la Fondation Jean Jaurès, quand vous faites un don à l'IFRAP, donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de ces think tanks qui sont très marqués politiquement. Ça ouvre droit pour les individus comme pour les entreprises à réduction d'impôts. Donc là, vous avez une influence directe, en fait, politique, puisque vous avez une influence sur le débat public et sur la visibilité que vous donnez à certaines opinions politiques. L'autre manière, finalement, par le canal à travers lequel ça vous donne du poids, c'est finalement les entrées que ça vous crée pour les plus riches donateurs auprès de ceux que vous allez financer. L'exemple d'Emmanuel Macron de ce point de vue-là est un exemple particulièrement frappant puisque vous avez eu un candidat à l'élection présidentielle, d'ailleurs il en avait fait un argument de campagne, qui est allé faire campagne et lever des fonds à la City à Londres, à New York, qui a organisé des dîners de levée de fonds auprès d'un petit nombre de très favorisés. Les gens auprès de qui vous faites campagne, qui vont finalement exprimer leurs préférences politiques, dans ce cas-là, c'est des gens qui ont suffisamment d'argent pour vous financer à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Et donc, la parole que vous allez entendre en termes de « j'aimerais que telle ou telle chose soit mise en place si demain vous êtes élu », il y a une plus grande probabilité finalement que ces riches donateurs vous demandent en priorité de supprimer l'impôt sur la fortune, plutôt qu'ils vous demandent d'augmenter le salaire minimum. Et donc, en fait, on voit que ça a aussi des conséquences directes
en termes de représentativité des préférences politiques des plus favorisés versus la représentativité des préférences politiques des plus riches, enfin des plus défavorisés. Merci beaucoup, Julia. Je propose qu'on continue avec ta présentation et puis on prendra les questions un peu plus tard. Okay. Et du coup, sur la philanthropie, je voulais juste souligner une dernière chose. C'est des premiers graphiques d'un travail de recherche que je fais avec Malka Guillot, justement où on regarde les déterminants des dons, non seulement des dons politiques en France, mais aussi les déterminants des dons non politiques, donc des dons aux associations et des dons aux fondations. Et ce que vous voyez ici sur le graphique de gauche, vous avez le nombre de ménages qui remplissent chaque année une déclaration au titre de l'ISF. Vous avez le pourcentage d'entre eux qui font des dons. Et vous avez sur le graphique de droite le montant total des dons qui sont faits et le don moyen parmi les donateurs. Pourquoi je vous ai mis ce graphique? Simplement pour souligner une chose. Et c'est la barre que j'ai mise sur les deux graphiques en 2017. La barre rouge verticale. En 2017, en France, vous avez la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors, vous avez la transformation, plus exactement, de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, mais ce qui fait sortir toute une partie des plus riches de l'impôt sur la fortune. Donc, si on est purement naïf, on pourrait se dire qu'avec la suppression de l'impôt sur la fortune, les plus riches économisant de l'argent en termes d'impôts, et ce qui est vachement l'argument qui est utilisé régulièrement en faveur de la philanthropie. La philanthropie à l'américaine, c'est justement de dire que les plus riches n'ont pas besoin de payer des impôts, puisque d'eux-mêmes, ils vont faire de la redistribution. Et qu'ils sont plus efficaces que l'État pour le faire. La preuve en est qu'ils ont fait fortune, ce qui serait un signe de leur efficacité, là où l'État serait quelque chose de complètement inefficace. Donc, il y a toujours cet argument qui consiste à dire il n'y a pas besoin de faire payer plus d'impôts aux plus riches, regardez, ils distribuent d'eux-mêmes. Bon. Là, on a une espèce d'expérience naturelle relativement propre. Vous avez la suppression de l'impôt sur la fortune, les plus riches deviennent plus riches. OK. De quoi s'aperçoit-on à ce moment-là? C'est qu'on a une chute très forte des dons qui sont faits aux associations et aux fondations. Vous avez une chute, d'une part, des dons qui sont faits par tous ceux qui sortent de l'impôt sur la fortune. Parce qu'en fait, n'étant plus taxés au titre de l'impôt sur la fortune, ils ne vont plus bénéficier de réductions fiscales associées à l'impôt sur la fortune en faisant des dons, donc ils arrêtent de donner. Et parmi ceux qui restent dans l'assiette du nouvel ISF qui s'appelle l'IFI, comme ils sont moins imposés qu'avant, ils se mettent à donner moins également. Ce qui veut dire que là, on voit très clairement qu'en fait, l'outil de la réduction d'impôts n'est pas tellement fait pour accompagner les dons ou pousser les gens à donner davantage, mais c'est vraiment un outil d'évasion fiscale d'une certaine façon. Et que quand les plus riches, vous les rendez encore plus riches en supprimant un peu d'impôts, ils vont donner encore moins, ce qui fait tomber finalement l'argument selon lequel il y aurait une espèce de substituabilité entre d'une part le fait de donner et d'autre part le fait de payer des impôts. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste citer un extrait des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, je trouve qui dit très bien finalement la réalité de ce qu'est la philanthropie dans un certain nombre de pays. Donc voilà ce que met Marguerite Yourcenar dans la bouche d'Adrien. La plupart de nos riches font d'énormes dons à l'État, aux institutions publiques, aux princes. Beaucoup agissent ainsi par intérêt. Quelques-uns par vertu, presque tous finalement y gagnent. Mais j'aurais voulu voir leur générosité prendre d'autres formes que celle de l'ostentation dans l'aumône, de manière assez belle, je trouve, de décrire ce que fait, par exemple, Vuitton comme entreprise, celle de l'ostentation dans l'aumône, leur enseigner à augmenter sagement leurs biens dans l'intérêt de leur communauté, comme ils ne l'ont fait jusqu'ici que pour enrichir leurs enfants. C'est dans cet esprit que j'ai pris moi-même en main la gestion du domaine impérial. Personne n'a le droit de traiter la terre comme l'avare son pot d'or. Donc, je trouve que ça jette d'une certaine manière une lumière différente par rapport à la perception qu'on a d'habitude de la question de la philanthropie. La dernière partie du livre, finalement, sur les différentes formes que peut prendre la capture du débat public par l'argent privé, donc il y a le financement des élections, le financement des partis politiques, il y a tout ce qu'on appelle la philanthropie, donc finalement le financement des associations et des fondations,
Et puis, il y a la question du financement des médias. On s'est habitué à vivre aujourd'hui dans un monde où l'information est produite sous perfusion de mécènes. Vous avez aujourd'hui une concentration extrêmement forte de l'actionnariat des grands médias d'information en France entre les mains d'une poignée d'individus qui tirent l'essentiel de leurs revenus de secteurs d'activité autres que celui des médias. Pour prendre simplement quelques exemples, aujourd'hui, vous avez en France BFM TV, RMC, Libération, j'y reviendrai, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'Express, qui sont possédés par Patrick Drahi, géant des télécoms. Vous avez Le Monde, Le Nouvel Observateur, Courrier International, Témoignages chrétiens, Télérama, qui sont possédés par Xavier Niel, géant des télécoms. TF1, première chaîne de télévision en termes d'audience, qui est possédée par Bouygues. Bernard Arnault, qui possède d'une part Les Échos, d'autre part Le Parisien, qui est actuellement en train de rentrer et de racheter Challenge, ce qui fait qu'on avait 2 quotidiens économiques, on va avoir plus finalement qu'un seul actionnaire. Vous avez Le Figaro qui est possédé par Serge Dassault. En fait, je pourrais démultiplier les exemples en termes de titres, pas en termes d'actionnaires tant que ça, parce qu'il y a finalement un petit nombre d'actionnaires qui possèdent la très grande partie des médias. Et ça, c'est l'autre aspect finalement du problème, parce que ça donne à ces actionnaires, à travers cette fois-ci l'outil médiatique, un poids potentiellement disproportionné dans le fonctionnement du débat public, et surtout, et ça c'est exactement la même question qu'avec le financement du débat démocratique et le financement de la vie politique, ça crée un sentiment de défiance extrêmement fort. Quand vous regardez aujourd'hui la structure de financement des partis politiques, ça crée un sentiment de déficit de représentativité, et les gens s'interrogent justement sur le poids qu'ont les gros donateurs dans la prise de décision politique. Et ça n'incite pas fondamentalement les citoyens à aller voter s'ils pensent que leur vote est capturé et qu'on est dans un système démocratique davantage défini par 1 euro une voix que par une personne une voix. Et pour les médias, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça crée un sentiment de défiance extrêmement fort entre d'une part les citoyens et d'autre part les médias, ce qui pousse les citoyens à consommer de moins en moins d'informations ou à payer de moins en moins pour l'information qu'ils consomment. Et comme ils paient de moins en moins pour l'information qu'ils consomment, ça renforce finalement ce phénomène de consommer de l'information sous perfusion de mécènes. Et c'est là où ça paraît extrêmement important, dans le cas des médias, j'y reviendrai, comme dans le cas d'ailleurs du financement de la vie politique, de changer la structure de gouvernance des médias, de changer la structure d'actionnariat pour refaire des citoyens les acteurs centraux du financement des médias. La dernière chose sur laquelle je veux insister en termes de crise démocratique, c'est la question du déficit de représentation descriptive. Je vais revenir dans une seconde sur ce graphique, mais je veux juste insister sur cette notion de représentation descriptive, qui n'est pas une notion qui est forcément évidente, qui est une notion que j'emprunte à Anna Pitkin, qui dans son livre The Concept of Representation sépare très clairement ce qu'elle appelle d'une part la représentation formelle et d'autre part la représentation descriptive. Ce qu'on appelle la représentation formelle, c'est finalement la forme de représentation à laquelle on s'est habitué. Vous allez voter pour des élus et ces élus vont représenter vos préférences politiques telles qu'exprimées dans les urnes. Et fondamentalement, dans une démocratie qui serait une démocratie fonctionnelle, on ne devrait se préoccuper que de représentation formelle. On ne devrait pas fondamentalement se préoccuper du fait d'avoir une représentation descriptive, qui veut dire quoi ? La représentation descriptive, c'est le fait d'avoir des élus à l'image des citoyens. C'est-à-dire qui, d'un point de vue descriptif, sont identiques aux caractéristiques du corps électoral. J'insiste dans le livre sur 2 aspects de cette représentation descriptive. La représentation des hommes versus la représentation des femmes et la représentation des classes populaires versus la représentation des cadres et catégories supérieures. Si je vous montrais l'évolution du nombre de députés à l'Assemblée nationale qui sont des députés femmes, ça a eu tendance à augmenter lentement et ça a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, même si on est toujours loin de 50%. Si vous regardez maintenant
la représentation des catégories populaires à l'Assemblée nationale, on voit qu'aujourd'hui, en France, vous avez moins de 3% des députés qui sont ouvriers, employés ou travailleurs précaires. Dans la population active, les ouvriers, les employés, les travailleurs précaires, c'est 50% de la population active. Donc, de ce point de vue-là, on a un vrai déficit de représentation entre la réalité du corps électoral et la réalité de nos élus. Et ça, lié au fait que vous avez un fonctionnement peu démocratique des partis politiques, ça explique aussi la défiance croissante entre d'une part les citoyens et d'autre part le jeu électoral tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, c'est ces différents points finalement auxquels j'essaie d'apporter des éléments de réponse dans le livre. D'abord, il y a des solutions pour une démocratie plus participative et plus délibérative. La première des idées que je défends dans le livre, c'est l'idée de mettre en place un référendum délibératif d'initiative populaire. J'ai commencé cette présentation en mentionnant la question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. C'est une question qui est récurrente dans le débat politique français, qui revient beaucoup sur la table. Il faut d'abord avoir en tête que cette idée d'un référendum d'initiative citoyenne, ce n'est pas une idée qui sort du chapeau, qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui existe dans le monde depuis de très nombreuses années. Cette possibilité, elle existe depuis les années 70 dans une démocratie comme la démocratie italienne. On en parle tout le temps, ça existe depuis 1850 dans une démocratie comme dans un pays comme la Suisse. Vous avez un certain nombre d'États, par exemple la Californie aux États-Unis, qui ont des référendums d'initiative citoyenne. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne concrètement. Parce que ça ne sert à rien de dire référendum d'initiative citoyenne si on ne définit pas les conditions de fonctionnement concret de ce référendum et notamment le nombre de signatures qui sont nécessaires pour activer cette démarche de référendum. Et rentrer dans le concret des propositions, on voit à quel point c'est important quand on veut vraiment que ça soit mis en œuvre, parce que pour le coup, en France, on nous avait vendu, entre guillemets, un faux référendum d'initiative citoyenne, qui était le RIP, le référendum d'initiative partagée, et on a vu très bien que les conditions étaient telles en France que finalement, c'est un droit qui est donné, mais qui n'est pas du tout applicable. C'est-à-dire que quand vous avez un RIP, il y en a eu un sur Aéroport de Paris, le nombre de signatures demandées est bien trop important pour que ça puisse être mis en œuvre. Il y a des débats sur quel pourcentage du corps électoral sont nécessaires pour la mise en place du référendum d'initiative citoyen. En fourchette extrêmement basse, vous allez avoir l'idée qu'il faudrait simplement les signatures de 1% du corps électoral. En fourchette beaucoup plus haute, vous avez 10%. 10%, ça paraît extrêmement haut. 1%, peut-être trop bas. Vous avez des alternatives. Il y avait une proposition assez détaillée qui avait été faite de la part de la France Insoumise début 2018 sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a une espèce d'accord qui se fait quelque part autour de 5%. Bon. Je rajoute quelque chose dans le livre parce que ça me paraît important. Je parle de référendum délibératif d'initiative populaire. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une des limites avec la question du référendum, qu'il soit d'ailleurs d'initiative populaire ou d'initiative gouvernementale, c'est qu'on a souvent le sentiment finalement d'être trompé par le référendum, où le référendum va poser une question binaire sur un problème qui ne l'est pas du tout. Prenons un exemple de l'actualité qui est le cas du Brexit, où on a fait voter les citoyens britanniques sur une question qu'on leur a proposée comme une question binaire. Est-ce que vous voulez ou pas rester dans l'Union européenne? Donc à cette question binaire, ils ont répondu pour sortir de l'Union européenne. Et là, on s'aperçoit encore aujourd'hui, d'ailleurs il reste très exactement 30 jours avant la réalisation du Brexit, que ce problème n'était pas du tout binaire. Et ça fait d'ailleurs plusieurs mois, années maintenant, que les Britanniques cherchent à voir quelles vont être les conditions concrètes de leur sortie de l'Union européenne. Parce que bon, sortir de l'Union européenne, ce n'est pas exactement comme partir sur Mars. Il va quand même y avoir une frontière, donc il faut organiser les flux de capitaux, il faut organiser les flux humains, il faut organiser les relations commerciales, etc. etc. Et tout ça, finalement, on ne l'avait pas mis sur le débat, donc on a fait croire aux gens, vous avez une solution binaire, et finalement, il y avait un questionnement qui était extraordinairement plus complexe. D'une certaine manière, ça serait un peu la même chose qu'on aurait en France. Imaginons qu'on fasse un référendum d'initiative citoyenne. Et qu'il y ait, ce qui est une possibilité, vu l'état actuel du débat, 5% des citoyens qui signent pour un RIC en faveur du Frexit.
sortie de la France de l'Union européenne. Ben, je pense que pour vraiment prendre sérieusement en compte cette demande de participation citoyenne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce que j'appelle ce référendum délibératif. C'est-à-dire que vous avez un RIC, 5% du corps électoral, qui demande un référendum sur le Frexit. Vous tirez une assemblée de citoyens au sort, 150 personnes ou 200 personnes, citoyens tirés au sort représentatifs de la population. Vous les faites délibérer ensemble pendant 3 à 6 mois. Une délibération publique, ce qui est tout à fait différent de ce qui a été fait avec la Convention citoyenne, où de temps en temps, il y avait des médias qui venaient s'y intéresser. Il y avait beaucoup de séances qui n'étaient pas publiques. Là, vous organisez un débat citoyen, une délibération citoyenne publiquement, qui pourrait être retransmise à la télévision en direct, par exemple sur des chaînes parlementaires comme LCP. Et vous passez, grâce à la délibération des citoyens qui vont faire des auditions publiques de toutes sortes d'experts qui voudraient pouvoir auditionner et débattre entre eux, vous passez d'une question binaire à un ensemble de questions qui sont mises au vote des citoyens à la fin de ce processus. Et l'idée, finalement, c'est de permettre aux citoyens, à travers la délibération, de se réapproprier également ces demandes de changement qui peuvent être d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est la première proposition que je fais dans le livre, c'est la mise en place de ce référendum délibératif d'initiative populaire. La deuxième proposition, c'est les primaires ouvertes obligatoires. Les primaires ouvertes obligatoires, ça veut répondre à 2 problèmes à l'heure actuelle. Le premier problème à l'heure actuelle, c'est le fait que pour se présenter à l'élection présidentielle, vous avez besoin de 500 signatures d'élus. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire en France que c'est un système d'un autre âge qui ne fonctionne pas, qui est dénoncé à chacune des élections présidentielles et qui d'abord, le plus souvent, est d'ailleurs utilisé par des partis comme le Front National, le Rassemblement National, pour prétendre qu'on les empêche finalement d'aller se présenter aux élections. Ça, c'est le premier problème. Et vous avez beaucoup d'élus qui proposent de remplacer ce système de signature d'élus par un système de signature citoyenne. Le deuxième problème, je pense, qu'il faut régler en France, c'est le déficit de démocratie à l'intérieur des partis politiques. On a des partis politiques qui ont un fonctionnement complètement vertical, pas du tout de fonctionnement démocratique, et qui ne sont en place finalement que pour faire émerger un chef qui a pour vocation de participer à l'élection présidentielle. Et ça, c'est un deuxième problème, et ça explique aussi le déficit finalement de confiance des Français dans leur parti politique. Comment on résout ces 2 problèmes à la fois? En s'inspirant des expériences internationales. En l'occurrence, les primaires ouvertes obligatoires, c'est un système qui est mis en place, certes de manière imparfaite, mais en partie dans un pays comme l'Argentine. On remplace le système actuel des 500 signatures d'élus pour se présenter à l'élection présidentielle par l'obligation pour un parti politique qui veut présenter une ou un candidat à l'élection présidentielle d'organiser une primaire ouverte entre au moins 2 candidats. C'est important qu'il y ait au moins 2 candidats pour une primaire, parce que la primaire tout seul, il y en a qui le tentent, mais en termes de démocratie, ça ne fonctionne pas très bien. Entre au moins 2 candidats, 2 sexes différents, et que cette primaire réunisse le vote d'au moins 1% du corps électoral. Et donc finalement, ça revient à remplacer le système actuel des 500 signatures d'élus par un système participatif, mais qui ne consiste pas simplement pour un parti à aller récolter des signatures, mais à organiser de la délibération, à organiser un débat, à organiser un vote. Et en fait, dans un système idéal, même si ça me paraîtrait plus compliqué à mettre en place dans l'immédiat, dans un système idéal, cette primaire ouverte obligatoire, ce serait une primaire qui se ferait d'abord sur les éléments de programme, avant de se faire sur les personnes et sur les candidats. Ça aurait aussi un avantage, si on prend plus en compte le contexte particulier qui est le contexte de la France, d'obliger les partis, notamment à gauche de l'échiquier politique, à organiser cette primaire ouverte obligatoire à plusieurs pour s'assurer de réunir les votes d'au moins 1% du corps électoral, plutôt d'avoir une multiplicité de partis qui vont tous présenter des candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Le troisième ensemble de solutions, et j'ai un peu regroupé ensemble les bons pour l'égalité démocratique et les bons pour la vie associative, c'est d'améliorer le financement de la vie politique en général, avec comme point commun d'amener la démocratie aux citoyens. Pourquoi? Ce qu'on a vu en fait, un des problèmes majeurs avec le financement
et de la vie politique et de la philanthropie aujourd'hui, c'est que ça consiste à subventionner avec l'argent de l'ensemble des citoyens les préférences politiques définies au sens large d'une poignée de très favorisés. Et ça conduit en fait à un système qui est complètement régressif, c'est pas seulement qu'il n'est pas progressif, où on dépense plus d'argent public pour satisfaire les préférences politiques des plus favorisés que l'ensemble des citoyens. Dans le prix de la démocratie, j'avais proposé de remplacer le système actuel de financement public de la démocratie par les bons pour l'égalité démocratique. L'idée des bons pour l'égalité démocratique étant de prendre les sommes actuelles qui sont utilisées pour le financement de la vie politique, soit en financement direct des partis, soit en réduction fiscale, et de donner 7 € d'argent public chaque année à chaque Français qui peut allouer au parti politique de son choix. Là, je vais encore plus loin, parce que fondamentalement, si vous regardez aujourd'hui le financement de la vie associative et le financement des fondations en France, je soulignais les 2,4 milliards d'euros qu'on dépense chaque année. En fait, ça revient à peu près à 44 € par Français. Et donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on va arrêter de subventionner avec de l'argent public la vie associative. On a plus d'1 million d'associations aujourd'hui en France. Le tissu associatif est essentiel, on l'a vu encore plus que jamais pendant la crise de la Covid, est essentiel au bon fonctionnement de la société. Donc, on a besoin de ce tissu associatif. Mais ce tissu associatif, on peut le faire financer de manière égale par l'ensemble des citoyens plutôt que par une poignée de plus favorisés. Alors, ça aura des effets distributifs forts. Si vous faites une réforme comme celle-là, vous aurez sans doute moins de dons pour la Fondation Vuitton et puis sans doute plus de dons pour les associations qui se battent, pour les migrants qui se battent, pour l'environnement qui se battent pour la lutte contre la pauvreté, ça c'est sûr. Donc, il y aura des effets de bord d'une certaine manière, mais ça permettra une meilleure répartition égalitaire du financement de la vie associative. Et ce que je veux dire dans cette idée d'amener la démocratie aux citoyens, c'est vraiment la chose suivante. Il y a beaucoup d'initiatives, je suis très très loin, pas du tout la première à réfléchir à la question de la démocratie participative. Il y a énormément de chercheurs qui ont écrit sur ces sujets-là, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et souvent, en fait, on voit qu'en termes de démocratie participative, par exemple, on va avoir la mise en place du budget participatif. Donc, une partie du budget des villes va être donnée aux citoyens qui vont pouvoir choisir comment l'allouer. Donc, il y a cette idée, finalement, de faire davantage participer les citoyens. Le problème, c'est que toutes ces stratégies vers davantage de démocratie participative, le plus souvent, elles créent encore plus d'inégalités politiques que le vote. Pourquoi ? Parce que vous avez en moyenne uniquement les gens les plus éduqués et les gens les plus favorisés, les gens qui ont davantage le temps, qui vont y participer. Pour dire les choses peut-être un peu rapidement, je ne veux pas être caricatural, mais c'est quand même la réalité des choses. Si vous êtes cadre en entreprise, que vous gagnez bien votre vie, si vous êtes à haut niveau d'éducation, que vous êtes professeur, vous allez avoir le temps, à la fin de la journée, vous allez avoir le temps, après votre travail, d'aller participer à des réunions organisées par votre mairie pour décider comment allouer telle ou telle ressource. Maintenant, si vous travaillez pour une entreprise de ménage et que vous faites le ménage dans les bureaux, déjà, vous n'allez pas habiter en centre-ville. Si vous êtes à Paris, en général, vous allez habiter à 1 heure ou 1 heure et demie de transport hors de Paris. Vous avez 1 heure et demie pour venir travailler le matin. Il se trouve qu'on s'est en plus habitué à un système dans lequel les personnes qui font le ménage dans les bureaux devraient, je ne sais pas pourquoi on faudrait l'interroger, mais on s'y est habitué, faire le ménage avant que les gens qui travaillent dans les bureaux arrivent pour y travailler, pour pas qu'ils se croisent. Donc, vous arrivez extrêmement tôt le matin, vous allez travailler quelques heures, puis en général, on vous redemande de travailler tard le soir, quand les gens ont quitté les bureaux, puis vous allez réavoir 1 heure et demie ou 2 heures de transport avant de rentrer chez vous. Et même quand vous rentrez chez vous, finalement, si il n'est pas déjà trop tard pour participer à ces expériences de démocratie participative, contrairement à des personnes avec davantage de revenus ou davantage de moyens, vous n'avez pas de quoi faire garder, par exemple, vos enfants pour aller participer à telle expérience de démocratie participative. Et ce que je propose du coup avec ces bons, on peut trouver ça un peu, pas forcément très sexy, de dire bon, on va refinancer la vie politique, refinancer la vie associative au moment de la déclaration d'impôt en disant à chaque citoyen, voilà, vous avez 44 € que vous pouvez allouer à l'association de votre choix. Et que forcément, ça fait un peu plus rêver de se dire qu'on va tous décider, délibérer ensemble, collectivement, de la meilleure manière d'allouer les budgets. Sauf que, en fait, s'il y a bien une chose que tous les Français font chaque année parce qu'ils n'ont pas de choix, c'est de déclarer leurs impôts. Et donc là, c'est de redonner cette possibilité de faire davantage de démocratie à tous les citoyens, même ceux qui ont peu d'argent et ceux qui n'ont aujourd'hui pas le temps d'y participer beaucoup.
Et puis, les dernières propositions que je fais dans ce livre, c'est en faveur d'une démocratie qui est plus descriptive, donc au sens d'Anna Pitkin que je rappelais tout à l'heure. C'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tel déficit de représentativité que si on ne fait rien pour changer les règles du jeu, on n'aura jamais une Assemblée nationale à l'image de l'ensemble des citoyens. Ça s'est amélioré, je soulignais tout à l'heure, entre femmes et hommes. Ça s'est amélioré en partie entre les femmes et les hommes parce qu'on a mis en place un certain nombre de mesures pour garantir la parité entre les femmes et les hommes. En termes de représentation des catégories populaires, ça s'est plutôt dégradé au cours des dernières années. Qu'est-ce que je propose? La chose suivante, c'est de remplacer, enfin d'ajouter plutôt les deux règles suivantes au fonctionnement actuel des élections législatives. La première règle, c'est de dire que tous les partis qui présentent des candidats à l'élection législative doivent présenter une moitié de candidats femmes et doivent présenter une moitié de candidats issus des catégories populaires. Et ensuite, et s'ils n'ont pas une moitié de candidats femmes ou une moitié de candidats issus des catégories populaires, ils ne peuvent pas présenter du tout de candidats aux élections. Donc c'est une règle qui est contraignante. Et ensuite, que parmi leurs élus, ils doivent avoir entre 40 et 60% d'élus femmes et 40 et 60% d'élus de catégories populaires, pour être sûr de faire en sorte que les partis ne cantonnent pas les femmes ou leurs candidats des catégories populaires dans les circonscriptions qu'ils sont sûrs de perdre. S'ils ne respectent pas ces règles, il se passe quoi? On peut envisager deux niveaux finalement de punition en fonction de la mesure dans laquelle on décide d'être contraignant ou non. La première possibilité, c'est de dire que si vous n'avez pas respecté ces règles, vous perdez l'intégralité de votre financement public. Et là, j'insiste bien sur l'intégralité du financement public. Ce qu'on a vu en France au cours des dernières années, c'est que vous aviez des petites pénalités en termes de financement public pour les partis qui ne respectaient pas les règles de parité entre les femmes et les hommes, et que vous avez énormément de partis, par exemple les Républicains, qui sont prêts à perdre chaque année 1 million d'euros de financement public plutôt que de donner le même poids aux femmes et aux hommes. Donc en fait, ça ne suffit pas d'avoir des petites pénalités financières. Il faut que la sanction financière soit encore plus forte. Et si on considère que cette sanction financière ne suffit pas, on pourrait très bien avoir un système où vous remettez en jeu les sièges d'un certain nombre d'élus si le parti n'a pas respecté l'équilibre qui garantit la parité de genre et la parité de classe sociale. Et je vais juste finir là-dessus pour ouvrir aux questions. Je pense qu'ici, il y a deux questions. D'une part, on pourrait dire, si c'est pour avoir une juste représentation, d'un point de vue descriptif, pourquoi pas le tirage au sort? Et finalement, le tirage au sort, ça fait ça plus rapidement que l'Assemblée mixte. Parce que je crois profondément aux élections. Et je crois profondément à l'importance de la délibération. Quand on élit des représentants, on élit des citoyens pour nous représenter qui justement vont avoir comme mission de débattre, de voter la loi, de faire la loi, de délibérer entre eux. Et je pense que c'est important de les voir délibérer même en amont de ça. Et donc, je pense qu'on peut arriver au même résultat que le résultat que donne le tirage au sort, mais en conservant l'élection. Et c'est ça que nous permettent finalement les règles de parité. Et la deuxième question qu'on peut se poser, mais je serais ravie vraiment d'en discuter, donc c'est pour moi une manière d'ouvrir le débat, c'est pourquoi s'en tenir à la question du genre, à la question des classes sociales, et pas prendre en compte toutes les autres dimensions finalement d'inégalité qu'on a aujourd'hui en termes de représentation, et en particulier la question des origines ethniques. C'est une question qui est extrêmement importante. Je pense qu'on pourrait vouloir aller plus loin et rajouter une troisième dimension, parce qu'aujourd'hui, vous avez une discrimination qui est extrêmement forte en fonction de là d'où les citoyens viennent. Mais en imposant cette dimension supplémentaire, vous prenez le risque d'enfermer les citoyens dans des origines à laquelle ils ne veulent pas forcément être rattachés. Et du coup, ça pose la question de vouloir ou non définir les citoyens par rapport à là d'où ils viennent, là où la question de la parité de genre et la question de la classe sociale sont, sur la question du genre, c'est beaucoup plus évident de savoir si telle ou telle personne est une femme ou est un homme à un moment donné, et s'il veut utiliser cette dimension qui le caractérise pour être candidat à l'élection. C'est pour ça que je m'en suis tenue pour l'instant à ces deux dimensions, mais je pense qu'on peut en rajouter davantage.
Et là, il y a un tout petit peu d'écho. La dernière chose que je veux souligner, bah, c'est sur la question des médias. Sur la question des médias, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites dans le livre. Sur le fait de mettre en place des sociétés de médias à but non lucratif, c'est d'avoir un modèle de fondation pour les médias avec une gouvernance et un fonctionnement démocratique à l'intérieur des médias. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans. À la limite, on pourra le faire si vous voulez pendant les questions. Mais ce que nous ont montré les expériences récentes, par exemple, du côté de Mediapart, pour ce qui fonctionne plutôt bien, du côté de Libération en France ou du Temps en Suisse, pour ce qui fonctionne plutôt moins bien, c'est que simplement dire qu'on va faire une fondation pour un média, ça ne garantit pas du tout l'indépendance du média et le fonctionnement démocratique du média. Et qu'il faut à la fois penser des médias à but non lucratif et une gouvernance et un fonctionnement démocratique des médias eux-mêmes qui impliquent davantage les salariés et qui impliquent davantage les citoyens. Et la dernière proposition, c'est encore un bon parce que ça, c'est toujours selon la même logique. Vous voulez donner davantage de pouvoir démocratique aux citoyens dans la prise de décision, que ce soit pour financer les partis, que ce soit pour financer les associations ou que ce soit pour financer les médias. Aujourd'hui, on a un système de financement public des médias qui est important en termes de sommes qu'il apporte aux médias, mais qui est inefficace de par sa construction en millefeuille, qui est l'héritage des 50 dernières années, où vous avez de l'aide. Si je vous prends l'exemple des aides à la presse en France, vous allez avoir à la fois de l'aide au portage, en fait, de porter les journaux directement chez les gens, de l'aide au postage, de les envoyer par la poste, et de l'aide à la SNCF pour les transporter par train. Parce qu'à différents moments du temps, finalement, c'est dit un coup, il fallait mieux aider le portage, d'autre part le postage, troisième moment, plutôt la SNCF, et en fait, on a accumulé toutes ces couches qui rentrent en contradiction et qui fait qu'on a un système qui dépense de l'argent public de manière plutôt inefficace. Et finalement, sans doute, une des meilleures manières d'allouer le financement public vers les médias et de soutenir les médias qui ont aussi le soutien des citoyens et de re-responsabiliser les citoyens par rapport au financement des médias, c'est de donner la possibilité aux citoyens eux-mêmes d'allouer le financement public aux médias en fonction de leurs préférences et des préférences qu'ils voudraient exprimer à travers ce bon pour l'indépendance des médias. Voilà. C'est les différentes propositions que je fais dans ce livre et dont je serais ravie de discuter avec vous. D'une certaine manière, la conclusion de ce livre s'appelle « Pour une démocratie de la présence ». L'idée, c'est vraiment, pour boucler la boucle, de redonner à chaque citoyen sa part de bonheur public. Je pense qu'il y a une demande qui est extrêmement forte de participation au débat public et au débat politique de l'ensemble des citoyens, et qu'on n'a pas créé finalement les conditions de cette participation. Et je pense qu'on peut mettre en place un certain nombre de réformes relativement simples qui permettraient justement de créer ces conditions de la participation du plus grand nombre à la prise de décision politique. Merci beaucoup, Julia, pour cette présentation passionnante et vraiment d'actualité. Thomas, Lucas, est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on passe aux questions qui sont déjà très nombreuses? Passons directement aux questions, si elles sont justement très nombreuses. Ok, très bien. Alors, je vais commencer par la première question de Dea Simarmata. S'il y a un don de l'entreprise, je suis désolée, je ne la comprends pas très bien. Est-ce qu'elle fait une proposition de projet, par exemple un projet de route? Alors, ça dépend à quoi l'entreprise donne et comment elle donne. Et ça fait partie des choses extrêmement importantes. Non, mais c'est une très bonne question. Nous, on voit d'habitude plutôt les dons comme quelque chose qui est désintéressé, qui va venir, par exemple, soutenir, je sais pas, une association. Donc, chaque année, là, on arrive en fin de période, en fin d'année. Donc, vraiment, en plus, au moment où toutes les associations refont des campagnes de dons parce que c'est aussi le moment où elles peuvent donner les reçus fiscaux associés aux dons. Et donc, vous allez avoir l'idée que vous allez donner au Resto du Cœur, ou vous allez donner à SOS Méditerranée, ou vous allez donner à telle ou telle autre fondation. Puis, c'est juste un geste désintéressé comme citoyen. Alors, peut-être pas complètement désintéressé parce qu'il peut y avoir réduction d'impôts, mais ça ne vous donne aucun pouvoir politique. Sauf qu'en réalité, notamment quand vous regardez le mécénat d'entreprise, ça peut venir avec un grand nombre de contreparties. D'abord, si vous créez vous-même votre fondation, ça c'est la fondation Vuitton, ce n'était pas un projet de route, c'était un projet de musée, mais donc c'est vraiment une entreprise qui crée sa fondation et qui décide d'allouer son argent pour faire de la culture avec sa marque et qui malgré tout bénéficie d'une défiscalisation très forte de l'ensemble
des apports financiers qu'elle fait à sa propre fondation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas rentrée dans ces détails-là, je le fais un peu plus dans le livre. Il faut savoir qu'en échange du mécénat d'entreprise, vous avez l'autorisation pour l'entreprise qui donne d'utiliser l'endroit qu'elle finance. Donc, je vous donne un exemple relativement simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout le scandale qu'il y a eu, parmi les nombreux scandales, autour de l'organisation par Carlos Ghosn de l'anniversaire de sa femme au château de Versailles. Et donc, il y a toute cette problématique. Alors, on voyait les images où tout le monde était déguisé en roi soleil. En fait, ce qui se jouait derrière, puisqu'en fait, on parlait d'abus de biens sociaux, c'est que Renault, comme entreprise, Renault-Nissan, Nissan-Renault, avait donné de l'argent au château de Versailles, ce qui ouvrait droit au titre, ça c'est légal, au titre du mécénat d'entreprise en France, qui ouvrait le droit à l'utilisation du château de Versailles par l'entreprise Renault, pour l'équivalent d'un pourcentage du don. Et donc, typiquement, l'entreprise Renault aurait pu organiser, pour ses clients, aurait pu organiser des visites du château de Versailles, ou aurait pu utiliser le château de Versailles pour organiser des séminaires d'entreprise. Ça, c'est une contrepartie qui existe en droit français, en contrepartie du mécénat d'entreprise. Sauf qu'en l'occurrence, avec Carlos Ghosn, ça a posé problème, puisque ça n'a pas été utilisé vraiment pour l'entreprise Nissan-Renault qui avait fait le don, mais détourné par Carlos Ghosn pour une utilisation complètement personnelle, en l'occurrence l'anniversaire de sa femme, d'où les accusations en termes d'abus de biens sociaux. Mais c'est pour vous dire que ça soit à travers la question de la Fondation Vuitton, dans cet exemple-là, c'est ce qui vient se rajouter en plus des réductions fiscales qui existent déjà. Ce à quoi il faut rajouter, alors ça c'est toujours pas un autoroute, mais c'est quand même pas très loin, dans le domaine de l'éducation, qui nous concerne tous, il faut voir aussi toutes les contreparties qui viennent en échange du financement privé, donc ça c'est des dons à des associations ou des dons à des fondations dans le domaine de l'éducation. Donc si vous allez par exemple au Collège de France, des nobles institutions françaises, vous allez vous apercevoir qu'au Collège de France, vous avez une chaire Liliane Bettencourt. Donc ça, c'est une autre forme de contrepartie que peuvent obtenir les entreprises qui donnent. C'est ce qu'on appelle du naming. Alors, vous allez mettre votre nom absolument partout. Ça, c'est une tradition très américaine. Hein. Si vous allez sur les grandes facs, dans les grandes facs américaines, alors avant, on avait des bâtiments qui portaient le nom des donateurs. Maintenant, c'est les chaires des professeurs qui portent le nom des donateurs. Donc, par exemple, il y a 2 ans, la Business School de l'Université de Chicago a reçu un don gigantesque de la part d'un donateur et tous les professeurs de l'université sont devenus professeurs, donc ça serait l'équivalent en France de professeur Liliane Bettencourt of Economics. Tout le monde, c'était marqué sur la porte. Donc, on voit en plus que ça donne un poids politique, médiatique, public complètement disproportionné. Ce à quoi, dernière chose, il faut rajouter, je reprends le cas de la recherche, mais c'est aussi le cas dans le domaine de l'art ou des musées. Quand vous avez un grand donateur ou une grande entreprise qui donne à un musée, souvent ça va avec un poids qui est attribué à ce donateur en termes d'utilisation des ressources qu'il va donner. Donc, ça va lui donner finalement un certain poids dans la prise de décision sur le fait d'acheter telle ou telle œuvre ou d'orienter la dépense de la fondation qu'il va avoir soutenue. Bon, dans le cas des médias, alors c'est pas un don à une fondation, mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement clair, parce que là, ça peut vous donner même un poids, le fait d'acquérir un média sur la ligne éditoriale du média dont vous avez fait l'acquisition. Merci beaucoup, Julia, pour la réponse. Je vais donner la parole à Quentin Parinello, qui a levé la main et à qui je vais demander d'être assez rapide puisque nous avons encore beaucoup de questions. Voilà, Quentin Parinello, tu peux prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je vais essayer d'être bref. Du coup, ma question porte sur le système des bons. Et notamment le fait que votre système des bons, c'est une forme de politisation de votre feuille d'impôt. Comment vous voyez ça, notamment par rapport à la réforme de prélèvement à la source, qui au contraire est une forme d'invisibilisation de l'impôt, où on se préoccupe moins de l'impôt? Et également, comment vous voyez ça par rapport au rôle de Bercy, puisque ça serait donner un nombre important d'infos de nature politique à un organe au ministère des Finances qui est sous le contrôle du gouvernement. Merci beaucoup. Alors, c'est une excellente question et c'est un excellent point. Donc, l'idée de le faire au moment de la déclaration d'impôt, ça ne veut pas dire que vous donnez directement l'information à Bercy
en votre titre propre. Donc, en gros, l'idée, c'est d'utiliser les outils du vote électronique. Vous pouvez vous reposer, par exemple, sur la blockchain, où d'une part, vous allez déclarer vos impôts. À la fin de la déclaration d'impôts, donc ça, c'est exactement comme un vote électronique, où d'abord, vous allez rentrer votre information de citoyen. On vous donne un numéro unique de donateur qui est différent de votre numéro fiscal. Et c'est avec ce numéro unique de citoyen que vous allez exprimer vos préférences en termes du parti politique que vous voulez subventionner, de l'association que vous voulez subventionner ou du média que vous voulez financer. Et donc, en fait, Bercy, l'information qui va être à sa disposition, c'est simplement l'allocation en bout de course faite par l'ensemble des citoyens. Mais il n'y aura aucun lien qui pourra être recréé entre le citoyen et les préférences qu'il aura exprimées. Vraiment comme dans un vote électronique. Quand vous faites un vote électronique aujourd'hui, il faut d'abord vous identifier comme citoyen, parce qu'on veut être sûr que vous n'allez pas voter plusieurs fois ou que vous n'êtes pas mort. Donc, vous vous identifiez d'abord. Mais ensuite, on met en place une procédure pour faire en sorte que le ministère de l'Intérieur, dans le cas des élections, ne puisse pas remonter du citoyen vers le vote exprimé. Ça, c'est extrêmement important et je pense qu'il faudra s'assurer de la mise en place de ce système. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire technologiquement. Il faudra s'assurer de la bonne mise en place de ce système pour justement que les gens aient suffisamment confiance pour l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose. Sur votre deuxième question, en fait, avec le prélèvement à la source, ça a été fait surtout, alors on pourrait dire que ça a été fait pour de mauvaises raisons, finalement, c'est une manière de rendre l'impôt moins indolore. On peut aussi dire que ça a été fait pour d'excellentes raisons, ce qui évite notamment aux citoyens de payer leur impôt avec un an de retard et ce qui crée énormément de complexité. Bon. Une fois qu'on a dit ça, s'il y avait de prélèvement à la source et plus de déclaration d'impôt du tout, on serait quand même dans une situation relativement problématique avec mon système. Il se trouve que malgré le prélèvement à la source, chaque citoyen, chaque année, doit déclarer ses impôts, vérifier sa feuille d'impôt et prendre le temps de le faire. Et c'est vraiment un peu l'acte unique qui réunit chaque année l'ensemble des citoyens puisqu'on ne peut pas échapper à ça. Le point qui est intéressant, auquel j'avais pas pensé mais qu'on m'a opposé, et c'est vrai que j'ai pas trouvé de solution alternative, c'était Laurence Lessig qui aux États-Unis m'a fait remarquer que quand les gens déclarent leurs impôts en général, ils sont plutôt de mauvaise humeur. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour leur demander d'exprimer leurs préférences politiques ou leurs préférences en termes de telle ou telle association à soutenir. Donc, on pourrait vouloir imaginer le faire à d'autres moments dans le temps. Il se trouve que d'aller demander aux citoyens à un moment donné, connectez-vous pour allouer vos bons pour les médias, vos bons pour la vie associative, etc., ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile, ça demande de la relance. Ça demande aussi le fait que vous voulez faire à un moment donné du temps, vous ne voulez pas l'étaler complètement sur 6 mois, voire au fur et à mesure, telle partie, pas une espèce de cagnotte qui s'accumulerait pour les partis, et que la seule manière de le faire à un moment T et de vous assurer que l'ensemble des citoyens l'ont bien fait, c'est vraiment le fait de le faire au moment de la déclaration d'impôt. Mais c'est plus un truc qui est pratique qu'un truc qui est un système idéal. On se dirait, tiens, ça marche bien pour les impôts, mieux que d'utiliser d'autres moments. Il se trouve que voilà, c'est un moment commun. Si on avait en France quelque chose comme le vote obligatoire, on pourrait utiliser ces moments-là. Il se trouve que ça n'a pas lieu, ça n'existe pas, et en plus, ça n'a pas lieu chaque année. La déclaration d'impôt, ça a lieu chaque année et ça met l'ensemble des citoyens français autour de la table. Merci. Alors, je vais passer à la question suivante de Sébastien Poulain. Pouvez-vous parler de votre expérience au sein du journal Le Monde? Avez-vous de l'influence? Est-ce que ce fonctionnement pourrait être imité dans n'importe quel média et dans les médias publics également? Et quelles sont les coopératives les plus intéressantes pour les médias, donc notamment entre les SCOP et les SCIC? Ça fait plusieurs questions à la fois, mais je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Sur la question du Monde, le Monde, historiquement, ça a été le seul média qui a été à un moment donné possédé par ses rédacteurs et par ses lecteurs. Donc le Monde, en 1951, il y a eu la mise en place de la première société de rédacteurs dans toute l'histoire du journalisme au monde, et vous avez les rédacteurs qui sont devenus actionnaires de leurs médias. Ensuite, il y a eu pas mal de crises, y compris des crises financières. Et en 1985, vous avez eu la création d'une société de lecteurs. Et là, ce sont les lecteurs qui se sont joints aux rédacteurs et aux salariés pour devenir actionnaires du journal Le Monde. Et jusqu'en 2010, et le rachat en 2010 du journal Le Monde par le trio Pierre Berger, Mathieu Pigasse, Xavier Niel, les actionnaires de référence du journal, c'était les lecteurs, les salariés
et c'était les journalistes. Je vais insister sur ce point parce que 2010, c'était il y a 10 ans. C'était il n'y a pas si longtemps, ce qui montre que c'est un équilibre qui n'est pas forcément si lointain ou si inatteignable. Je me suis présentée en janvier de cette année à la présidence de la Société des lecteurs du monde où j'ai été élue parce que justement, je crois très profondément à l'idée d'un actionnariat des journaux par les citoyens, par les lecteurs, par les journalistes et par les salariés. Avec la Société des lecteurs du monde, c'est une belle invention parce que justement, ça a permis de faire des citoyens les actionnaires de leurs lecteurs. C'est aussi une invention qui souffre des conditions dans lesquelles ça a été inventé. Ça date de 1985. Ça avait été créé comme une société par action. C'est une société qui n'arrive plus finalement aujourd'hui ni à lever d'argent ni à attirer de nouveaux actionnaires. Et c'est surtout une société qui est, comme société par action, une société à but lucratif. Moi, je pense, vous mentionniez les coopératives, qu'il faut des médias à but non lucratif. L'information, c'est un bien public. Ça ne devrait pas être produit pour maximiser des dividendes versés aux actionnaires, quand bien même ces actionnaires seraient les lecteurs, mais pour maximiser la qualité de l'information qui est produite. C'est pourquoi avec la Société des lecteurs du monde, avec le pôle d'indépendance du monde et puis surtout avec énormément de citoyens sans lien aucun avec le monde, on a décidé de créer une association qui s'appelle Un bout du monde et qui a pour vocation de remettre les citoyens et les salariés au cœur de la gouvernance et de l'actionnariat de leurs médias. On a commencé une campagne de financement participatif. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'association unboutdumonde.org et devenir adhérent de l'association. C'est une association qui est démocratique. C'est une association qui est citoyenne. Vous pouvez adhérer pour 5 euros. Vous pouvez adhérer pour 50 euros, pour 500 euros. Vous pouvez même décider de mettre 5 000 euros. Peu importe, vous aurez une voix dans tous les cas. Ça, c'était extrêmement important pour nous en termes de fonctionnement démocratique. Donc, l'idée, c'est d'avoir un don, une voix, une personne, une voix, indépendamment du montant du don. Et l'idée, c'est avec ces sommes qu'on est en train de lever, de pouvoir mettre le pied dans la porte, créer un effet de levier et remettre les lecteurs et les journalistes au cœur de la gouvernance et au cœur de l'actionnariat. Que ça soit pour le journal Le Monde, que ça soit pour d'autres médias, et d'autres médias en situation de crise aujourd'hui, y compris de crise actionnariale. Et pour vous donner un exemple de ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais un média comme Science et Vie, il y a eu dès ce matin une motion de défiance de l'ensemble de la rédaction par rapport à l'actionnaire qui a décidé, pour le coup, là, de faire du site internet du journal, simplement un producteur de contenu, un hébergeur de contenu publicitaire, et finalement de retirer le site internet aux journalistes qui se retrouvent à plus pouvoir produire de l'information de qualité et qui ont perdu la marque de leur journal. Aujourd'hui, quand vous avez un média en difficulté, quand vous avez un média qui a plus qui a des difficultés financières, vous allez avoir du changement de main d'actionnaire. On va passer d'un actionnaire à l'autre, d'un milliardaire à l'autre, au détriment de la qualité de l'information, au détriment de l'indépendance des journalistes. Un autre cas dans l'actualité, toute l'actualité aujourd'hui autour de l'actionnariat du JDD, de Paris Match, d'Europe 1, est de savoir qui de Bernard Arnault ou de Vincent Bolloré va reprendre la main sur ces 3 médias français. Bon, Vincent Bolloré, on a quand même une expérience relativement récente à Canal+ et à iTélé. Canal+, il a supprimé entièrement l'investigation. La semaine dernière, vous avez encore un journaliste de Canal+ qui s'est fait virer manu militari parce qu'il y a une parodie qui n'a pas plu à l'actionnaire Vincent Bolloré. Bernard Arnault, que ce soit aux Parisiens ou que ce soit aux Échos, vous avez un certain nombre d'épisodes connus, enfin publiquement connus de censure, par exemple, autour de tout ce qu'a pu faire François Ruffin dans Merci Patron. C'est pas que Lagardère soit un excellent actionnaire, mais c'est quand même assez triste de se dire qu'en France, vous avez 3 médias dont aujourd'hui de l'avenir, ça serait entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Il n'y aurait pas une 3e alternative. Et en fait, il y a une 3e alternative, c'est de revenir vers un modèle qui fasse des journalistes et des lecteurs les actionnaires de leurs médias. C'est ce qu'on est en train d'essayer de construire avec un bout du monde. Sur la question de la coopérative, Scope et Six, vous avez le dernier média qui est en modèle de Scope dans le domaine des médias en France, c'est Alternative Économique, qui vient d'ailleurs de fêter ses 40 ans. Ça a très bien marché pour Alternative Économique, pas tant parce que c'était une Scope plutôt qu'une SIC. La SIC n'existait pas à l'époque, mais parce que Alternative Économique, c'est vachement important. C'est lier les mains statutairement dès sa création pour réinvestir une part
de ces profits chaque année. Donc, en fait, ils ont accumulé finalement une espèce de matelas qui leur permet aujourd'hui de passer outre les crises. La SIC, c'était un modèle alternatif de scope qui a été introduit dans la loi française relativement récemment. C'est le modèle qu'a utilisé Nice Matin. Ça n'a pas très bien réussi pour Nice Matin, mais pas particulièrement parce que c'était une SIC à cause d'un certain nombre d'autres difficultés financières. Là, pour le coup, c'est presque un point de détail, la différence entre ces deux formes de coopératives. Il se trouve que la coopérative de médias, à l'exception d'Alternative économique, ça a plutôt été un échec d'un point de vue économique en France. Et ce qui est la limite de la coopérative par rapport au modèle qui est le modèle de fondation, c'est que la coopérative, quand ça ne va pas, vous pouvez changer de statut du jour au lendemain et vous faire manger par d'autres médias. Et c'est ce qu'on a vu en fait sur la plupart des coopératives. Là où la fondation, ça a le mérite de figer l'actionnariat et de ce point de vue-là, de protéger l'indépendance. Toute la question étant, la fondation, qui la gouverne? Parce que si c'est pour être, comme dans le cas de Libération aujourd'hui, racheté par une fondation qui a un conseil d'administration avec seulement 3 membres, dont 2 représentants du groupe Altif, le fait d'être sous une fondation, ça ne vous avance pas beaucoup par rapport à votre actionnariat actuel. En fait, ça vous met même dans une situation encore plus problématique parce que ça fiche finalement cette prise de contrôle d'Altis sur Libération ad vitam aeternum. Merci Julia. Comme il est 7h30, je te propose, si tu veux bien, de prendre une dernière question, mais du coup, je vais la regrouper parce qu'on en a plusieurs qui reviennent sur les origines sociales, le vote immigré. Donc, la première, c'est la classification par l'origine sociale ne risque-t-elle pas de se heurter à d'innombrables difficultés? Par exemple, une femme au foyer, on la définit en fonction de ses revenus ou de ceux de son foyer. Si on la définit en fonction de ses revenus, on classifie l'actuelle présidente de la commission des lois dans la catégorie milieu populaire car pas de revenus. Revenus ou patrimoine aussi, et quid des personnes qui changent de classe sociale au cours de leur vie. Gilles Perrier également demande, entre autres choses, quelle est la définition d'une classe sociale, et un peu pareil, est-ce que c'est le revenu, est-ce que c'est la classe sociale dans laquelle on est né? Voilà. Ok, alors ce sont des très bonnes questions sur la mise en pratique des propositions que je fais, et notamment est-ce qu'on veut le définir par rapport à la classe sociale ou par rapport au revenu. Sur la classe sociale, en fait, c'est lié à votre CSP. Dans la fonction publique, vous avez 3 catégories de fonction publique, catégorie A, B, C. Si on veut l'être plus ou moins à 50-50, il faudrait avoir d'un côté les fonctionnaires de catégorie C et ensuite d'un autre côté les fonctionnaires de catégorie A et B, sachant qu'il y a d'autres subtilités pour la fonction publique territoriale. Vous avez aussi toute la question qui se pose aujourd'hui en France, pour le dire rapidement, et ça se pose par exemple par rapport à la question des retraites, mais aussi par rapport à la question des prud'hommes, entre cadres et non-cadres, pour le dire rapidement. Et ça, on sait plus ou moins le définir. Est-ce que vous cotisez à la caisse de retraite supplémentaire pour les cadres? Est-ce que quand vous allez au prud'homme, vous êtes considéré comme un cadre ou un non-cadre? On peut utiliser finalement ces règles qui existent aujourd'hui pour définir un métier, pour classifier un candidat dans telle ou telle catégorie. Ça, c'est la première chose. Quand je dis la moitié des candidats de catégorie populaire, c'est au moment de l'élection. Donc, ça ne dépend pas. Donc, si vous avez 60 ans, ça ne dépend pas du job que vous faisiez à 20 ans, mais du job que vous faites à 59 ans. Et ça ne dépend pas non plus de vos parents, mais de votre profession à vous. Ensuite, et ça c'est une vraie question, d'une certaine manière, je ne suis pas attachée à ça, c'est une question qui est complexe et je pense que ça vaut le coup d'ouvrir le débat. Et justement, quand on rentrera concrètement dans ce débat, ça voudra dire qu'on a entamé la réforme, donc ça sera une excellente chose. Est-ce qu'on veut le faire en termes de CSP, de catégorie socio-professionnelle, ou est-ce qu'on veut le faire en termes de revenus? Et on pourrait se dire, on va le faire en termes de revenus, c'est-à-dire vous prenez le revenu médian en France, c'est une bonne manière de diviser la population en deux, et il faut une moitié de candidats sous le revenu médian, une moitié de candidats au-dessus du revenu médian. Et donc c'est une autre manière finalement de garantir cette meilleure représentation des catégories populaires. Sachant qu'une fois qu'on a dit ça, et pour vraiment affronter entièrement la question du revenu par rapport à la présidente de la commission des lois aujourd'hui, la question, ça sera est-ce qu'on prend le revenu au niveau de l'individu ou est-ce qu'on prend le revenu au niveau du ménage? D'un point de vue personnel, je pense que c'est plus pertinent de prendre en compte le revenu au niveau de l'individu que du ménage. Et en même temps, on pourrait très bien me dire que si vous êtes justement une femme au foyer, mais que vous vivez avec un époux qui gagne bien au-delà du salaire médian et que même la moitié du revenu de votre époux vous met tous les deux au-delà du salaire médian, est-ce que vous ne devriez pas être dans l'autre catégorie? Ce n'est pas des questions qui sont évidentes.
Mais ce sur quoi je veux insister, c'est pas parce que c'est pas évident à mettre en œuvre dans les faits qu'il faut s'interdire de mettre en place cette réforme. Au contraire, il faut prendre le temps de rentrer concrètement dans les conditions de sa mise en œuvre. On sait, si vous prenez une organisation comme le Conseil, le CESE, Comité économique, social et environnemental, vous avez une représentation des différentes organisations dans la société qui s'est faite au niveau des groupes. En fait, et chacun va être représenté par différents groupes au niveau du CESE. Ce n'est pas forcément évident, tout le monde ne va pas se retrouver exactement dans tel ou tel groupe, catégorie professionnelle, mais on a quand même réussi à le mettre en place parce qu'on voulait une représentation des corps intermédiaires. Elle est imparfaite, mais elle est mise en place. Et d'ailleurs, on l'a améliorée au cours des dernières années. On a fait rentrer les organisations de jeunesse. Avant la réforme du CESE, il n'y avait pas de représentation pour les organisations de jeunesse dans les corps intermédiaires. Donc moi, je pense qu'il faut prendre la question de front. Il faut être d'accord sur le problème. Mauvaise représentation des classes populaires. Il faut être d'accord sur la solution, c'est-à-dire pas le faire par le tirage au sort, le faire par l'élection en mettant des règles de parité. Et ensuite, très concrètement, comment on va classer tel ou tel individu plutôt dans la moitié la plus basse ou dans la moitié la plus favorisée de la société, ça sera la définition des règles concrètes. Et vraiment, si jamais on en arrive à cette question-là, c'est qu'on aura franchi un grand pas, et je serais très contente si ça devait être fait, que ça soit fait en termes de revenus. Je ne me dirais pas, oh là là, ça devait être fait en termes de CSP. Je pense qu'on aura fait tellement un bond démocratique que tout le monde en sera relativement satisfait. Olivia, on a perdu le micro. On n'entend plus Olivia, mais qui est en train de nous dire merci beaucoup, merci à tous, et surtout merci Julia pour cette présentation, ces réponses aux questions. Merci à tous pour les questions qui ont été posées. Donc on vous retrouve très prochainement dans les débats de l'égalité. Si Olivia a retrouvé le micro, peut-être que tu pourras nous dire quelle date exactement. Ça y est, je crois que c'est le cas. Merci à tous et à toutes. Les prochaines dates des débats, c'est le 15 décembre avec Hélène Périvier qui présentera l'économie féministe, et le suivant, ce sera le 9 février 2021. Normalement, nous aurons un débat prévu en janvier qui sera bientôt annoncé sur notre site web wid.world, wid.world. Et toutes les informations vous seront envoyées par email demain ou après-demain avec le lien à la vidéo dès qu'elle sera mise en ligne sur notre site web pour retrouver l'enregistrement. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation et à bientôt.